La DIRPA a tenu sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point sur la situation sécuritaire du mois écoulé. Comment l'école malienne se porte sans l'association des élèves et étudiants du Mali? On en parle dans le Focus Éducation de ce mardi. Dans l'actualité internationale, nous ferons le point de la situation entre Israël et la Palestine. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président de la transition a lancé hier au CICB la phase nationale du dialogue intermalien. Dans les recommandations au niveau communal et régional figure la réduction du nombre des partis politiques. C'est l'épisode 1 de notre série de la semaine dédiée au dialogue. Geneva Samake. La phase communale et régionale du dialogue intermalien se sont conclues respectivement du 13 au 15 et du 20 au 22 avril 2024. L'ultime phase, attendue depuis des mois, s'est ouverte hier à Bamako. Pour 5 jours, elle devra aboutir à des recommandations finales. Voulu par les autorités de transition, le dialogue intermalien avait initialement pour but de ramener la paix dans les pays. Mais d'autres sujets se sont également invités dans les débats, à commencer par la prolongation de la transition, la diminution du nombre de partis politiques, pour ne citer que cela. Je pense que c'est une demande forte des communautés et des populations au regard de l'effondrement de la démocratie malienne. Nous pouvons logiquement aller vers une réduction drastique pour focaliser tous ces partis au sein des groupements qui ont les mêmes obédiences, qui ont même les mêmes visions. On dénombre plus de 200 partis politiques au Mali. Il s'agit de diminuer ce nombre à 5 ainsi que de supprimer l'aide à ces partis. Toutefois, selon certains, la multiplicité des partis politiques n'est pas un frein. Le frein, c'est quoi? Lorsque vous avez une centaine de partis, vous avez forcément une centaine d'animateurs. Mais lorsque chacun des animateurs tient un langage différent, quand je dis différent, un langage un peu, disons, qui ne va pas dans le sens des intérêts de ce même électorat, il y a un problème. En clair, selon lui, il serait plutôt judicieux de mieux encadrer l'espace politique afin de maintenir la droiture entre les partis et leurs militants. Lorsque déjà il y a une droiture enregistrée dans chacun des partis, même s'il y a 1000 partis, ça ne pose aucun problème. Nous sommes combien au Mali? Nous sommes 23 millions. Nous avons beaucoup d'ethnies, nous avons beaucoup de langues. Est-ce pour autant que cela crée un problème dans le vivre ensemble? Non. C'est plutôt le comportement, je dis bien, le comportement que l'homme a, que l'homme politique a de la politique, qui fait problème. Je dis, au lieu d'aller dire que bon, c'est des partis libéraux, des partis socialistes, des partis capitalistes, nous-mêmes, notre Dambé, notre Maya, repose sur quoi? La renaissance africaine, le travail, Dunkafa. Donc on peut trouver les noms du terroir qui s'identifient à notre personnalité, à notre Maya. En ce temps, on pourra aller vers des fusions, des objectifs communs. À noter que la tenue du dialogue intervient alors que les activités des partis politiques ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre le 10 avril dernier, soit 3 jours avant le lancement de la phase communale du dialogue pour la paix. Juste après, ces partis ont quant à eux décidé, dans leur quasi-totalité, de boycotter le dialogue qui, selon eux, est un chemin emprunté par les autorités de transition pour légitimer leur maintien au pouvoir. La phase nationale, qui fait également mention de la diminution du nombre des partis politiques, doit s'achever ce 10 mai 2024. La DIRPA a tenu ce mardi sa conférence de presse périodique pour faire le point de la situation sécuritaire des mois précédents. Assetoumani Koulibaly pour le compte-rendu. Plusieurs points étaient sur table au cours de l'échange avec la presse. Le bilan des opérations sur tous les territoires courant le mois d'avril. Un mois qui a été marqué par la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, dont l'une qui a fait beaucoup parler, Abu Ouzeifa, dit Hugo. Cette neutralisation, selon le chef de la DIRPA, ne doit souffrir d'aucune polémique. Nous pouvons également noter la neutralisation de groupes armés, des coupeurs de route et la réédition d'un important groupe armé à Aguelok. À cela s'ajoute la traque contre les terroristes ayant abouti à la neutralisation
de Abou Ouzeifa, dit Hugo, et de plusieurs de ses combattants. Une cible parmi tant d'autres pour les forces armées maliennes. Qu'un pays mette à prix la tête de Ouzeifa, ou bien de Sékou, ou bien de Jules ou autres, notre objectif c'est de ramener la sécurité au Mali. Et en aucun moment, notre prétention n'a été de bénéficier alors d'une quelconque rémunération lorsqu'on va faire tomber des têtes. Voilà, c'est ce que le peuple malien doit comprendre. J'ai suivi ces débats sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on nous déroute de nos objectifs. Outre ces succès tactiques, au niveau de certaines zones du Nord ou ailleurs, une amélioration est à constater sur le plan sécuritaire. À en croire, la situation sécuritaire à Kidal s'est nettement améliorée avec le retour notamment d'un gouverneur aussi. De nos jours, nous pouvons aisément affirmer que la situation sécuritaire à Kidal s'est nettement améliorée. D'abord par le retour de l'administration, retour qui s'est soldé par les visites du gouverneur de Kidal dans le cercle d'Aguelhok, Arnefis et Tessalit. Il faut aussi noter le retour progressif des populations déplacées dans les différentes localités du Nord. Récemment, nous avons assisté à plusieurs échanges, notamment sur les réseaux sociaux, pour ce qui concerne la situation sécuritaire entre le Mali et la Mauritanie. M. Dambélé a tenu à faire le point. Des tensions au niveau de la frontière avec la Mauritanie. Il faut le reconnaître. Cette zone est historiquement, démographiquement, sociologiquement et économiquement intégrée, et c'est des aspects qui vont même au-delà de ces deux États. Il faut plutôt parler ces derniers temps de fébrilité au niveau de la frontière Mali-Mauritanie, qui s'explique par les faits de la présence d'acteurs nuisibles dans cette zone frontalière depuis un certain temps. Il faut préciser qu'en aucun moment, les forces armées maliennes n'ont franchi la frontière mauritanienne pour une quelconque opération sur le territoire mauritanien. La conférence mensuelle de la DIRPA a pour principal but de permettre aux médias et populations d'être informés sur toutes les questions sécuritaires du Mali. Pour le colonel-major, aucun effort ne sera ménagé pour sécuriser les Maliens et leurs biens. Depuis 1991, l'AM devient le mouvement estudiantin ayant pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali. Dissoute en mars dernier par le gouvernement de transition, à quoi ressemble et pourrait ressembler l'école malienne sans elle? C'est le focus éducation de ce mardi avec Soumaïla Fani. Créée officiellement en avril 1991, l'AM a joué durant ses 33 années d'existence jusqu'à sa dissolution le 13 mars 2024 aux défenseurs des conditions d'études des élèves et étudiants du Mali. Mais durant cette mission, elle a souvent œuvré dans la violence et la promotion du crime et de la médiocrité en milieu scolaire et universitaire. L'AM est une association à caractère syndical. C'est vrai qui se battait, qui devrait se battre du moins pour l'amélioration des conditions de travail, d'études des étudiants, des élèves et étudiants. Mais déjà l'administration, sans la présence de l'AM, les différentes administrations, s'ils jouent pleinement leur rôle, la tâche de l'AM sera considérablement minimisée. L'AM empêchait certains fonctionnements avec souvent des grèves qui étaient inutiles et surtout mettait la sécurité de l'administration et des élèves et étudiants en danger.
L'un des partenaires importants de l'école malienne est l'interlocuteur le plus proche des élèves et étudiants auprès des administrateurs scolaires. Alors, quelle sera désormais la vie de cette école sans l'AEM? Avant la création de l'AEM, l'école malienne a existé. Et après la dissolution de l'AEM, l'école malienne va continuer. Je pense que les responsables de classe, en attendant de trouver autre solution, les responsables de classe peuvent valablement jouer tous les rôles que l'AEM jouait. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Et l'administration aussi est en train de jouer son rôle correctement. L'UNEM a été dissoute en 1978, mais on a créé l'AEM, je sais que je vous ai dit. Si l'AEM est dissoute là, pour des raisons que tout le monde connaît, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'ils vont se réorganiser en tant qu'étudiants et créer autre chose. C'est la loi qui le permet. Okay? Et nous qui sommes les doyens, nous sommes là pour les épauler. Et même ce qui s'est passé, rassurez-vous qu'on ne les abandonne pas là. Même nos enfants qui sont en prison là, à un moment donné, nous allons nous lever pour voir ce qu'on peut faire pour eux. De mon point de vue, c'est une relation qui a été dissoute pour des raisons bien précises, mais ça ne les empêche pas de s'organiser autrement. Mais l'école est en train de continuer, non? Les lycées continuent, les universités continuent, et alors? Selon le leader de l'AMSUNEM, le Centre national des œuvres universitaires ayant pour objectif de résoudre les problèmes des étudiants doit être renforcé en pouvoir et en moyens pour être capable de jouer pleinement son rôle. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 7,5 millions de personnes vivent une insécurité alimentaire sévère, une augmentation par rapport à 5,4 millions l'année dernière. C'est l'alerte lancée ce 6 mai par l'ONG américaine de défense des droits humains international Rescue Committee. Dans son communiqué, l'ONG affirme que l'ampleur de l'insécurité alimentaire sévère et de la malnutrition qui y est liée continue de s'intensifier dans la région, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Nigeria. Toujours selon elle, ces chiffres sont la conséquence des chocs climatiques, de la malnutrition et de l'insécurité. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous dirigés par des régimes de transition, figurent sur la liste des 46 pays les moins avancés établis par l'ONU. Je vous l'annonçais en titre. Depuis ce matin, l'armée israélienne mène d'intenses bombardements à Rafah, dans le sud de Gaza, afin d'accentuer la pression sur le Hamas, alors que des pourparlers étaient en cours au Caire pour tenter de trouver un accord de trêve. Le point avec Aminata Keita. Après ces opérations à Gazaville puis Khan Younes, cela faisait quelques semaines qu'Israël menaçait de pousser son offensive terrestre jusqu'à Rafah, considéré comme le dernier bastion du Hamas, mais où s'entassent 1,2 million de Palestiniens, en majorité déplacés par les combats. Hier lundi, des pourparlers étaient en cours pour une opération de cessez-le-feu en vue d'évacuer des dizaines de milliers de personnes de Rafah. Proposition approuvée par le Hamas, mais pour Israël, celle-ci est loin de ses exigences. Ainsi, depuis ce matin, Israël a exécuté ses menaces en menant d'intenses bombardements à Rafah et a annoncé avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Dans la nuit d'hier, Antonio Guterres, le chef de l'ONU, a estimé qu'une invasion de Rafah par Israël serait intolérable. Ainsi, ce matin, l'ONU s'est vue interdire par Israël l'accès au point de passage de Rafah, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires. En 24 heures, au moins 54 morts supplémentaires ont été recensés et le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce matin un nouveau bilan de 34 789 morts et 78 204 blessés dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.